webinaire sera consacré à un sujet à la croisée des disciplines les plus passionnantes et les plus fascinantes, l'intelligence artificielle et les neurosciences. Aujourd'hui, nous sommes ravis de nous réunir pour explorer comment l'intelligence artificielle transforme notre compréhension du cerveau humain, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux applications cliniques, bien sûr, dans le diagnostic et thérapeutique dans le domaine de la neurologie. Les avancées technologiques actuelles ouvrent de nouvelles perspectives dans le diagnostic et la prise en charge des maladies, surtout les maladies neurodégénératives et la personnalisation des traitements. On sait qu'aujourd'hui, les maladies neurodégénératives constituent une piste de recherche scientifique assez fructueuse et assez riche en informations. Aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre des experts passionnés aussi de partager leur expérience et leur savoir, leur vision d'avenir dans ce domaine assez riche et assez passionnant. J'ai le plaisir d'accueillir professeur Abdelhamid Ben Azzouz. C'est un chercheur marocain, directeur de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM à Bordeaux. Il est aussi le président fondateur de Deep Brain Simulation Society. Il est aussi auteur de plusieurs articles scientifiques et documents de recherche dans le domaine de la neuroscience et surtout la stimulation cérébrale profonde dans la prise en charge de la maladie de Parkinson. Merci, professeur Ben Azzouz, d'avoir accepté notre invitation et bonsoir. Merci, bonsoir. Et aussi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui professeur Nicolas Rougier. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA et travaillez à l'Institut des maladies neurodégénératives à Bordeaux, où il dirige l'équipe de neurosciences computationnelles et travaille en particulier sur la prise de décision, l'apprentissage de la mémoire et en modélisant certaines des structures du cerveau qui sont impliquées. Merci Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir. Avant de passer, donc on va procéder de la manière suivante. On va entendre l'intervention de professeur Nicolas Rougier qui va nous faire une intervention sur l'intérêt de l'intelligence artificielle dans le domaine des neurosciences. Et après, on passera à un focus un peu plus spécialisé avec professeur Ben Azzouz sur l'intelligence artificielle pour la stimulation cérébrale profonde, intelligente dans la pathologie neurologique, en particulier les pathologies neurodégénératives qui est son domaine de spécialisation. Donc, je donne la parole à professeur Nicolas Rougier. Je vous demande de partager avec nous votre présentation et merci beaucoup. J'essaye. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Intelligence artificielle, neurosciences, promesses et limites. Merci. Donc, vous n'avez pas la version de compteur. Très bien. Oui, donc je vais faire un survol un peu rapide de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Et comme je ne savais pas si c'est très, très clair, je vais juste commencer par le thème, le mot intelligence artificielle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on l'utilise énormément, mais alors, comme vous devez le savoir, c'est quelque chose qui est assez vieux, parce que ça remonte aux années 50, et en fait, ça regroupe tout un tas de différentes techniques et ce qu'on a vu dernièrement, c'est un type très particulier de techniques d'intelligence artificielle. Donc là, je parle par exemple des IA génératives, donc je vais y venir. Et donc ça a commencé en 56 avec notamment une conférence qui a eu lieu à Dartmouth où c'est John McCarthy qui avait inventé ce terme d'intelligence artificielle. Et à cette époque, en fait, ça regroupait énormément de choses comme la logique, les systèmes experts, la théorie des jeux, la robotique. Et évidemment, dès le début, il y avait des liens qui étaient assez forts avec à la fois la médecine, les neurosciences, les sciences cognitives. Donc ça a toujours accompagné. Mais donc à cette époque, ça regroupe tout un tas de techniques. Donc là, à droite, je vous ai mis par exemple un article c'est un modèle qui est très connu, qui est issu de
intelligence artificielle, alors qu'on appelait symbolique, et c'est un système expert qui est assez connu, qui est à l'époque, qui s'appelle Missile. Dans l'intelligence artificielle, alors parmi toutes les choses qu'on peut faire, bah, il y en a une qui s'appelle l'apprentissage automatique, donc c'est machine learning en anglais, et c'est là où on va commencer à s'intéresser bah, aux capacités d'apprentissage de la machine. Donc on ne parle pas encore par exemple, de réseaux de neurones, c'est juste vraiment des algorithmes qui expliquent comment on peut faire apprendre des choses à la machine. Et ça, par exemple, c'est des résultats qui ont été utilisés, notamment l'apprentissage par renforcement, pour expliquer le rôle de la dopamine dans le cerveau, comme quoi c'était un prédicteur de récompense. Donc il y a un article qui est assez célèbre, assez fondateur de Schultz, Diane et Montagu, et qui explique ce lien entre la dopamine et comment ça peut aider à apprendre en fait, lorsqu'on reçoit des récompenses ou non, comment on va modifier le comportement. Et pour faire cet apprentissage machine, bah, là aussi, il y a plusieurs techniques. Et il y en a une qui a été utilisée dès le début, donc ça date encore des années 60, hein, donc ça commence à être vieux, et c'est les réseaux de neurones. Et là aussi, pour les réseaux de neurones, bah, on va avoir énormément de types différents de réseaux de neurones. Donc ça peut aller des réseaux de neurones qui sont, alors à cette époque, ils étaient très simples, complètement artificiels, c'est-à-dire qu'on s'inspire un petit peu de la façon dont fonctionne le cerveau, mais de façon très, très large, parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul. Mais à la même époque, on va aussi trouver, par exemple, des modèles de neurones qui sont ce qu'on appelle des modèles biophysiques, qui sont très fidèles à un vrai neurone. Alors, c'est toujours des approximations, mais tout ça pour vous dire que les réseaux de neurones, là aussi, c'est encore un champ assez vaste. Et maintenant, si on va regarder un peu plus profondément dans ces réseaux de neurones, on va commencer à trouver ce qu'on appelle le deep learning. Et le deep learning, c'est on va faire des réseaux de neurones avec énormément de couches. Et ça va permettre d'apprendre de nouvelles choses. Alors en 67, c'était l'idée euh, qu'on avait. Par contre, on n'avait pas ni la puissance de calcul, ni les données, ce qui fait qu'à cette époque, ça n'a pas été très loin. Et c'est à partir de 2010 où là, on avait à la fois la puissance de calcul et les données qui a permis de faire ce bond en avant alors, ce qu'on appelle l'IA, mais c'est vraiment ce qu'on appelle, qu'il faudra appeler le deep learning, c'est-à-dire les réseaux de neurones profonds. Et c'est ça qui a déclenché énormément de recherches depuis une dizaine d'années. Et là aussi, on voit, donc au début, ils avaient fait des tests sur la reconnaissance de visage, mais immédiatement, on a eu des applications, notamment en radiologie, pour aller essayer de reconnaître des choses sur les scanners. Alors de façon, cette fois, beaucoup plus récente, donc ça remonte à une dizaine d'années, dans ce deep learning, on a encore une boîte qui s'appelle les IA génératives. Et là, l'idée, c'est de pouvoir faire apprendre des réseaux qui vont être capables de générer eux-mêmes des données. Alors ces données, ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être des matériaux, ça sert dans la science des matériaux. Et là aussi, ça a fait une petite révolution parce qu'on était capable de générer ces données de façon assez convaincante. Donc ça avait commencé par exemple avec générer le visage d'une personne et aujourd'hui, comme vous devez le savoir, il suffit d'envoyer un prompt avec une scène même improbable et ces réseaux vont être capables de le faire. Et à partir de ça, donc je vais revenir là-dessus, mais là aussi, ça peut servir pour faire générer des données, mais ça va aussi directement servir en neurosciences. Et là, je vous montrerai juste après un exemple de choses qu'on peut faire. Et dans ces IA génératives, on va trouver enfin ce qu'on appelle les large language models. Et là aussi, c'est encore plus récent. Et donc là, voilà, c'est ce que vous connaissez certainement. C'est ChatGPT, donc la première version commence à être un peu vieille, vu elle remonte à 2018, donc on est déjà 5 ans en arrière, et 5 ans aujourd'hui dans le domaine des réseaux de neurones et de l'IA, c'est un temps long. Donc là, on avait une centaine de millions de paramètres, et pour les derniers modèles, on va se retrouver avec des milliards et des milliards de paramètres. Donc là, c'est le modèle Llama de Meta qui fait à peu près 300 milliards de paramètres. Alors paramètres, ça veut dire il faut les régler par apprentissage. Donc ça devient vraiment des énormes modèles, mais ça donne des résultats
intéressant, et notamment il y a un article qui vient d'être, qui est sorti en décembre l'année dernière pour les neurosciences. Et là, ce qu'on va demander à ces modèles, c'est ben, vous allez prendre un sujet de la littérature en neurosciences, vous allez ben, lire cette littérature et faire un rapport de lecture et éventuellement répondre à des questions. Et là, pour une des premières fois, alors il faudrait que tout soit confirmé, en fait, c'est ces modèles qui vont être meilleurs pour donner des réponses. Donc, en l'espace de 50 ans, cette fois, si on remonte au modèle Missine, qui lui était un modèle d'un raisonnement inexact, c'est en gros, c'était pour dire qu'il n'était pas hyper précis, mais l'idée, c'était de dire, bah, comme les médecins de l'époque, versus 50 ans plus tard, aujourd'hui, on a des modèles qui vont permettre vraiment de fournir une aide assez précieuse aux chercheurs, et notamment dans les neurosciences. Alors, il y a quand même pas mal de bémols, je vais y revenir, c'est tout ne marche pas tout le temps, donc il faut un petit peu se méfier. Mais de façon plus concrète, tous ces résultats de l'IA et des réseaux de neurones, ça a permis de révolutionner un petit peu la vie dans les laboratoires, parce qu'on se retrouve avec tout un tas d'outils qui va nous simplifier la vie. Donc là, c'est un exemple. Deep Lab Cut, c'est un package open source, donc c'est-à-dire qu'il est gratuit, c'est fait par les chercheurs. Et ça va permettre, par exemple, de suivre un animal. Alors ici, il s'agit d'un guépard. On peut lui coller un squelette, en gros, qui montre où sont les pattes, où est le corps, où est la tête. Et à partir de quelques points, bah, comme ça, on va pouvoir suivre assez précisément ce qu'il fait dans la nature. Et sur cette base, bah, vous avez ce qui est à droite, où là, on a deux souris qui sont dans un enclos, et de façon à peu près automatique, on va dire ce que font les souris. Donc, c'est ce que vous avez en haut à gauche de la boîte qui vous dit que bah, là, il y a une attaque de la souris, noire sur la souris blanche, qui se défend. Investigation, donc là, ils sont en train de se jauger. Et ça, en fait, on peut le faire maintenant de façon automatique, et c'est assez précis. Alors qu'il y a encore quelques années, bah, les collègues, ce qu'ils devaient faire, c'était bah, annoter à la main, donc regarder le film et dire, bah, voilà, je regarde ce que fait la souris noire. C'était éventuellement pas trop précis, parce que c'est un peu rasoir à faire. Mais aujourd'hui, on a ces outils. Alors là encore, ces outils s'améliorent, mais ça décharge pas mal le chercheur ou les stagiaires qui devaient faire ce travail. Et une fois qu'on a ces labellisations, bah forcément, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse de ce qui se passe. Alors maintenant, si on va voir un peu plus précisément, donc là, c'est à gauche, et c'est encore un autre exemple, où là, on va pouvoir se servir de ces modèles pour étudier le chant des oiseaux. Donc ici à Bordeaux, c'est un modèle qu'on utilise pour comprendre comment les oiseaux vont acquérir le chant, parce qu'on connaît bien les phases. Et on a besoin de segmenter le chant, qui est composé de plusieurs syllabes. Et là, on va avoir à disposition des outils qui vont pouvoir faire ça de façon automatique. Alors aujourd'hui, ça existe par exemple pour la parole humaine, donc on peut parler à un agent artificiel, ça va bien comprendre, mais pour les animaux, et notamment pour les oiseaux, c'est pas si courant et c'est pas intéressant d'un point de vue commercial. Mais là, encore une fois, c'est les chercheurs qui ont réussi à faire cet outil et qui le mettent à disposition de la communauté. Donc là encore, ça va accélérer les procédures. Là, à droite, vous avez un autre type d'utilisation, où là, il s'agit de segmenter des cellules. Donc, lorsque vous allez observer un substrat, vous allez voir, par exemple, des cellules. Donc là, vous avez un exemple sur la petite image C. Je ne sais pas si vous voyez, non, on ne voit pas mon curseur. Mais donc, ce qui est à droite, vous regardez le petit c, ben voilà une image telle que vous pourriez l'avoir. Et la question, c'est est-ce que je peux détecter quel pixel appartient à quelle cellule? Donc là encore, on va pouvoir mettre en place ces outils. Et ça, c'est des outils qui sont mis en place à la fois par les informaticiens qui développent les algorithmes, mais en étroite collaboration avec les chercheurs en neurosciences et biologie, pour être sûr que ça fonctionne correctement. Et peut-être un dernier exemple assez récent et assez époustouflant. Donc là, c'est pour faire alors ce qu'on appelle le connectome chez la mouche drosophile. Donc c'est à peu près 200 000 neurones, et ce qu'on veut savoir, c'est quel neurone est connecté à quel autre. Et donc ça, c'est un énorme travail, parce qu'il faut faire énormément d'acquisition de données.
Et à la fin, là aussi, les outils d'IA vont jouer et d'apprentissage, parce qu'en gros, il faut prendre le cerveau, le découper en tranches, voir tous les neurones, et ensuite rassembler toutes les tranches, et à la fin, mettre à disposition de la communauté, ben voilà, vous avez 200 000 neurones, et vous savez que tel neurone est connecté à tel autre en suivant ce chemin. Donc ça fait une base de connaissances qui est absolument énorme. Et au fur et à mesure des avancées, et là, donc Hamid va en parler après, on peut commencer vraiment à intégrer ces techniques d'IA pour aller de plus en plus loin. Alors évidemment, il faut veiller à ce que tout se passe bien, jusqu'au niveau thérapeutique où on va pouvoir essayer de piloter des choses. Alors, ça marche bien dans l'ensemble. Il faut quand même se méfier, et notamment, il faut se méfier du côté génératif, parce que je vous ai dit que donc on a ce modèle qui est capable de lire la littérature à votre place, pratiquement, de vous en faire un résumé, de répondre à certaines questions, mais ça ne marche pas tout le temps, et notamment, il y a des fois où ça ne marche pas du tout. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est un article qui est assez célèbre, un peu malgré lui, qui est paru en janvier de l'année dernière et qui a été rétracté. Donc rétracté, ça veut dire qu'on l'enlève du web et qu'il est plus considéré comme étant valide, parce que dans cet article, vous trouvez la figure qui est à droite. Donc c'était un article au sujet de l'appareil reproducteur chez le rat, et vous voyez que donc là, ce qui est censé être une coupe de l'appareil reproducteur a une taille démesurée. Donc en fait, ça a été généré par IA, et ça n'a aucun sens, et ça n'aurait jamais dû passer le filtre des journaux, mais pour une raison que j'ignore, c'est quand même passé. Et une fois que ça a été découvert par la communauté, ça a été retiré. Mais ça, c'est un exemple les plus frappants. Ce qu'on commence à trouver aussi dans la littérature, malheureusement, c'est directement des gens qui ont utilisé, par exemple, ChatGPT, et qui vont injecter directement les réponses dans un article scientifique. Et comment on le sait? Bah, en fait, on le sait parce que là, vous avez des exemples où c'est surligné. Alors, soit vous avez le prompt qui a été inclus dans l'article, soit vous avez une réponse de l'IA. Donc, par exemple, là, vous regardez la boîte du milieu à droite où il est écrit As an AI language model, I cannot predict the future. Donc là, en fait, c'est une réponse qui n'a pas de sens, qui a été inclue directement. Donc ça, évidemment, c'est un des problèmes qui est lié aux aspects génératifs. Mais dans l'ensemble, et sinon, si on regarde un peu les performances de l'IA, ben vous avez la comparaison par rapport aux performances humaines. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la reconnaissance d'images, en général, l'IA va être plus performante. Bon, alors il y a toujours sous certaines hypothèses, mais dans l'ensemble, c'est ça. La compréhension de la lecture, c'est pas tout à fait ça. Et vous avez d'autres choses où là, ça reste difficile. Donc tout ce qui est raisonnement un peu compliqué, là, on a encore du mal. Mais pour le reste, de l'apprentissage automatique, ça va plutôt bien marcher. Alors je voulais juste faire un petit focus sur les modèles de langage, parce que ça aussi, on le retrouve pas mal en neurosciences. Donc, en gros, comment ça marche? Ben voilà, là, vous avez les ingrédients. Il faut un modèle, donc c'est ce que je vous ai présenté juste avant, donc ce qu'on appelle le deep learning. Il faut des données, donc les corpus, des petites mains, donc c'est-à-dire des gens qui vont venir corriger les sorties que donne le réseau, parce que des fois c'est n'importe quoi, donc il faut le corriger. Il faut de la puissance de calcul, et il en faut vraiment énormément, du temps, de l'énergie, des ressources, et évidemment beaucoup, beaucoup d'argent. Et là où il faut se méfier, c'est qu'il y a quand même donc, certaines limites, alors qui sont bien connues en apprentissage machine, et qui sont un peu moins maîtrisés pour tout ce qui est deep learning, parce que les volumes de données sont absolument massifs et on ne peut pas forcément les corriger. Donc un des problèmes qui est bien connu, c'est les biais. Donc les biais, ça veut dire que si vous faites l'apprentissage à partir d'un certain corpus, bah, vous allez donner toutes les réponses à partir de ce corpus. Donc là, par exemple, sur la génération d'images, vous avez un exemple. Si vous demandez de générer une image, une école française, vous avez en haut des espèces d'images d'Épinal d'une école française. Donc on n'en voit plus des comme ça. Et si vous mettez une école française en banlieue, vous allez vous retrouver avec les images du dessous.
Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est que voilà, ça va être par rapport au corpus qui a été ingéré dans l'IA, bah, on va se retrouve peut-être avec plus d'images du dessus. Mais ça, derrière, ça va avoir des impacts, alors notamment en neurosciences. Si vous faites apprendre un langage, par exemple, avec que des corpus chez la souris, et que vous voulez utiliser ça chez le rat, bah, peut-être que ça va pas marcher parce que la souris et le rat, c'est bien des rongeurs, mais ils sont quand même différents. Donc il y a quand même des limites. Et après, voilà, vous avez tout un tas de problèmes, donc notamment ce qu'on appelle les hallucinations. Mais en fait, ce pas des hallucinations, c'est simplement des erreurs. Vous avez des problèmes de coûts, parce que donc ces IA génératives ont des coûts énergétiques qui sont énormes. Et vous avez tout un tas de problèmes, notamment ce qu'on appelle l'injection de ponts. Enfin, je pourrais y revenir si vous voulez, mais voilà. Et donc, aussi la fin des données. Bon, ça concerne essentiellement les modèles de langage. Pour les neurosciences, il y a encore pas mal de choses à faire. Et alors, notamment, ce qui arrive maintenant, c'est que comme ces modèles de langage commencent à bien fonctionner, il y a aussi des tentatives qui sont faites pour voir si la façon dont est traité le langage par ces modèles pourrait être similaire à ce qui est fait dans le cerveau. Donc là aussi, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça pour voir si on va retrouver un peu de syntaxe, un peu de grammaire. Euh, voilà. Alors pour pas être trop long, je vais Il nous peut-être reste finir. 2 minutes. Pardon? Il nous reste 2 minutes. 2 minutes, très bien. J'ai presque fini. J'ai plus que 2 slides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi d'Amara et ce qui, en gros, qui explique que quand on a une nouvelle technologie, on a tendance à surestimer ses effets sur le court terme. Donc au début, on dit, bon, ça pourra tout faire. Donc c'est aujourd'hui un peu ce qu'on a au niveau de l'IA, où on dit ça va remplacer tous les travailleurs, etc. Et on a tendance à sous-estimer les effets sur le long terme. Donc aujourd'hui, en termes pour les neurosciences, en fait, toutes ces techniques, on est plutôt maintenant sur le long terme. Elles commencent vraiment à arriver de façon un peu massive dans les laboratoires. Ça apporte vraiment des aides et ça permet de faire des nouvelles choses, éventuellement des nouvelles thérapies. Donc ça, voilà, c'est ce que je viens de dire. Et par contre, là, il y a effectivement un risque derrière, donc c'est là où il faut se méfier un petit peu, notamment sur les corpus. Les corpus que vous allez utiliser, ben, ça amène à la fois des biais ou des erreurs, et donc ça, il faut en être conscient. Donc il s'agit pas de hop, lancer toutes les données en espérant que tout va bien se passer. Il y a quand même si on a ces outils, encore pas mal de travail et notamment quand on arrive au niveau thérapeutique, pour être sûr que tout va bien se passer. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, j'ai peut-être enlevé le partage parce que du coup, je ne vois plus rien. Merci beaucoup. Merci, professeur Roger. Et merci aux 94 participants qui sont en train de nous suivre. Donc, bien sûr, on passera à la séance des questions, mais après l'intervention de professeur Benazzouz, je tiens à vous remercier pour ce panorama instructif sur l'état d'art de l'intelligence artificielle dans le domaine des neurosciences. Bien sûr, vous avez parlé des défis. Et certes, ce sont des défis qui concernent tous les domaines, en particulier dans le domaine médical, toutes les disciplines, et on force bien sûr la neuroscience. Merci, professeur Nicolas, et je donne la parole à professeur Benazzouz. Merci beaucoup, docteur Raja Ghanimi. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup. Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, je suis chargé aujourd'hui de vous parler plutôt d'un exemple en fait clinique de l'application de l'intelligence artificielle dans la stimulation cérébrale profonde, qu'on dit intelligente et qui est utilisée maintenant dans la maladie de Parkinson. Je vais parler plus particulièrement de la maladie de Parkinson. J'avais mis dans le titre les maladies neurologiques, mais par manque de temps, je ne pourrais pas m'étendre sur d'autres pathologies. Donc, je vais me focaliser surtout sur la maladie de Parkinson. Donc, en fait, quand on parle de stimulation cérébrale profonde, comme vous le voyez sur cette photo, c'est une implantation d'électrodes qu'on met dans un noyau profond. C'est pour ça qu'on appelle ça la stimulation cérébrale profonde. Pour l'exemple de la maladie de Parkinson, c'est le noyau sous-thalamique qui fait partie des ganglions de la base qui sont très importants pour le contrôle de la motricité chez un être humain ou chez un animal.
Donc, vous voyez, c'est la boule verte dans laquelle il y a ces deux électrodes, puisqu'on a une implantation bilatérale. Et vous voyez que ces électrodes, à droite de l'écran, vous voyez qu'ils sont connectés à un pacemaker qu'on implante sous la peau, en sous-claviculaire, et qui va délivrer un courant via ce câble vers les électrodes qui sont implantées dans le cerveau. Donc, cette imagerie montre en fait l'implantation des électrodes. Là, on en a deux, mais comme elles sont parfaitement symétriques, on dirait qu'il n'y a qu'une seule. Alors, au niveau de ces électrodes, on a 4 contacts pour chaque électrode et on va choisir le meilleur contact qui donne les meilleures efficacités pour chaque patient. Donc, je reviendrai là-dessus par la suite puisque c'est là où l'IA, l'intelligence artificielle, va jouer un rôle important pour économiser le temps des réglages pour les neurologues. Donc, comme j'ai dit, la première application, c'était pour la maladie de Parkinson. Comme il y en a beaucoup, peut-être on a des neurologues ou des neurochirurgiens qui sont avec nous, qui connaissent très bien la maladie. Donc, c'est une maladie caractérisée par des symptômes moteurs comme la kinésie, la rigidité, le tremblement de repos et les troubles posturaux. Et cette maladie n'est pas caractérisée que par des symptômes moteurs. Il y a aussi des symptômes non moteurs qui parfois peuvent apparaître avant la manifestation des symptômes moteurs comme la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, la douleur, et il y a toute une panoplie, il y en a d'autres que je ne vais pas citer là. Alors, ces symptômes moteurs sont dus à une dégénérescence spécifique des neurones dopaminergiques au niveau du cerveau, en particulier au niveau du mésencéphale. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Donc là, il y a cette région brunâtre, il y a beaucoup de neurones dopaminergiques chez un individu sain. Et quand on regarde la même coupe chez des patients parkinsoniens, vous voyez qu'il n'y a plus de neurones dopaminergiques. Donc, c'est une pathologie qui est associée à la dégénérescence des neurones dopaminergiques. Alors, ces neurones dopaminergiques ne vont pas dégénérer d'un coup. Ils dégénèrent de façon progressive dans le temps. Ça peut prendre entre 10 et 15 ans pour qu'il y ait cette dégénérescence. Et quand on parle d'une progression de la dégénérescence, donc on a une diminution progressive du taux de dopamine au niveau du cerveau. Et c'est qu'à partir du moment où on a plus de 60% de neurones dopaminergiques qui meurent, qu'il y a la manifestation des symptômes chez les patients parkinsoniens. Alors, la première en fait, tentative qui a été faite grâce aux travaux de Arvid Carlsson, c'est de découvrir en fait chez les lapins. Ici, vous voyez les lapins qui sont couchés, qui sont allongés, complètement akinétiques, ils ne peuvent pas bouger. Il a proposé de remplacer la dopamine qui ne traverse pas la barrière hématoencéphalique par la L-Dopa qui est un précurseur de la dopamine. Une fois dans le cerveau, la L-Dopa va se convertir grâce à une enzyme, la tyrosine hydroxylase et après la dopa-décarboxylase, pardon. Elle va transformer la L-Dopa, en fait la lévodopa, en dopamine et elle va jouer le rôle de la dopamine qui manque dans le cerveau. Et du coup, quand il injecte en fait la L-Dopa au lapin, vous voyez qu'ils se mettent à courir de façon tout à fait normale. Donc, ces travaux de Arvid Carlsson ont permis de proposer aux patients parkinsoniens la L-Dopa qui va améliorer la kinésie, la rigidité, le tremblement et une grande partie des symptômes non moteurs. Donc, la L-Dopa marche très bien. Mais malheureusement, cette efficacité ne dure pas plus de 4-5 ans de façon importante. Donc, c'est-à-dire qu'à court terme, pendant les 4-5 premières années, on va agir de façon spectaculaire sur la kinésie, la rigidité et le tremblement. Mais à long terme, on a malheureusement des complications qui se traduisent par des fluctuations majeures de l'effet thérapeutique, c'est-à-dire que le patient va passer d'un effet amélioré à un effet de blocage très rapidement sans qu'il sache quand est-ce que ce moment va arriver dans la journée. Donc, ça devient un handicap majeur pour le patient. Et il y a aussi la manifestation de symptômes additionnels qu'on appelle les mouvements anormaux involontaires que le patient ne peut pas contrôler et qu'on appelle les dyskinésies. Donc, en fait, ça, ces effets secondaires de la dopathérapie présentent un énorme problème pour les patients et du coup, il fallait chercher en fait d'autres approches thérapeutiques et c'est là où les modèles animaux ont joué un rôle très, très important pour la maladie de Parkinson. Alors, on a deux modèles importants qui sont
soit des modèles chez le rongeur, chez qui on injecte en intracérébral une neurotoxine qui va être spécifique des neurones dopaminergiques pour les léser. Donc, une fois on injecte la 6-OHDA dans le cerveau, il va y avoir cette dégénérescence des neurones dopaminergiques spécifiques de la maladie de Parkinson. Et chez le singe, on peut utiliser une autre neurotoxine qu'on appelle le MPTP, qu'on n'injecte pas directement dans le cerveau. On peut l'injecter par intraveineux ou aussi par intramusculaire. Et on voit que les singes deviennent parkinsoniens si on l'injecte de façon systémique, ou si on l'injecte au niveau carotidien, on peut avoir juste un hémiparkinsonisme, c'est-à-dire un Parkinson d'un seul côté. En fait, ce modèle, on l'a utilisé pour améliorer le confort des animaux, puisque quand on injecte de façon systémique, vous voyez que les singes sont très, très affectés quand ils sont bilatéralement parkinsoniens. Donc, je ferme cette parenthèse. Et grâce à ces modèles animaux, on a pu, en fait, étudier qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et en particulier au niveau du circuit moteur qui va en fait associer l'activité des neurones qui se transmet du cortex vers le striatum, les ganglions de la base de façon générale et ensuite au niveau du thalamus. Et grâce à la modélisation, donc en fait, l'utilisation de tout ce qui est modélisation a démarré très très tôt pour la maladie de Parkinson pour essayer de comprendre ces circuits, comment ils fonctionnent dans une situation normale et ensuite dans une situation pathologique grâce à ces modèles animaux qu'on peut utiliser quand on injecte cette neurotoxine chez ces animaux-là. Et donc, parmi les choses qui ont été vraiment importantes dans la compréhension, c'est le montage de ce circuit, de ce modèle, en fait, du circuit moteur. Donc, ça paraît un peu compliqué, mais pour les spécialistes, c'est un schéma qui est très simplifié et très simple. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas habitués avec ça, bien sûr que ça paraît très complexe. Mais je vais me focaliser que sur une structure qui est importante, qui est le noyau sous-thalamique. Alors, le noyau sous-thalamique, c'est la seule structure glutamatergique excitatrice au niveau de ce groupe de noyaux des ganglions de la base. Et cette structure, elle décharge de façon régulière, donc là, c'est des potentiels d'action qu'on enregistre au niveau du cerveau dans une situation normale, que ce soit chez le rat, chez la souris ou chez le singe, et on voit qu'on a cette activité tonique régulière, en fait, dans ce noyau sous-thalamique. On la voit aussi dans les autres structures des ganglions de la base, comme le globus pallidus externe et les structures de sortie aussi. Mais en se focalisant sur le noyau sous-thalamique, on voit que quand on injecte en fait soit la neurotoxine 6-OHDA pour les rongeurs ou le MPTP chez le singe, cette activité tonique se transforme en activité en bouffée de décharge. Donc c'est une activité totalement pathologique, pas normale, et c'est vraiment la signature pathologique qu'on connaît maintenant dans la maladie de Parkinson. Et toutes les structures des ganglions de la base vont manifester ce type d'activité en bouffée de décharge. Donc les potentiels d'action ne sont plus réguliers comme on le voit ici, on les voit de façon en fait regroupée en paquets de potentiels d'action pour toutes les structures des ganglions de la base. Et donc le noyau sous-thalamique a été choisi comme cible parce que c'est vraiment la seule structure glutamatergique excitatrice et qui va être hyperactive en fait dans la situation pathologique. Donc, ce qui s'est passé, si on voit ici un résumé en fait de ce qui se passe au niveau du noyau sous-thalamique, on voit, comme j'ai dit, cette activité tonique dans une situation normale, que ce soit chez le rat, chez le singe, et on a eu aussi la chance d'enregistrer chez le patient parkinsonien. Donc là, on n'a pas bien sûr d'enregistrement dans une situation normale parce qu'on n'a jamais fait, on ne pourra pas le faire chez des individus normaux puisqu'il faut descendre des électrodes dans le cerveau. Par contre, dans la situation pathologique, on voit ces bouffées de décharge chez les patients qu'on voit aussi chez les modèles animaux de rongeurs ou de primates non humains. Donc, on voit très bien, même ici, une corrélation parfaite entre les bouffées de décharge et le tremblement parkinsonien. Donc, chaque pic correspond à un tremblement et on voyait que pour chaque pic, on a une bouffée de décharge des neurones. C'est-à-dire que les neurones du noyau sous-thalamique oscillent avec ces bouffées de façon synchrone au tremblement. Donc, ils sont impliqués dans la manifestation de la kinésie et de la rigidité, mais aussi ils sont impliqués dans la manifestation du tremblement. Donc,
nous avons pensé à une solution. En fait, l'idée venait du pacemaker cardiaque. Le cœur, quand il est désorganisé au niveau de son activité électrique, on implante une électrode et on envoie des stimulations via le pacemaker pour essayer de réguler l'activité du cœur. Et bien, ici, on l'a fait pour le cerveau. Chez le singe MPTP, nous avons appliqué, en fait, dans les années 90, on a appliqué une stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique chez le singe après induction de la maladie de Parkinson chez ces singes. Et si on veut évaluer les effets en fait sur les symptômes, ici par exemple, pardon, j'ai marqué ici une inversion, le tremblement est ici à droite et la rigidité c'est à gauche. Il y a eu une erreur au niveau du texte. Donc on voit en fait en jaune ces pics qui correspondent au tremblement et vous voyez que dès qu'on va appliquer un courant électrique à haute fréquence, donc on appelle ça en fait la stimulation à haute fréquence, vous voyez à 130 Hz, on va complètement arrêter le tremblement. Et quand on arrête la stimulation, le tremblement va revenir quelques secondes plus tard. Donc, la stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique va stopper en fait totalement le tremblement chez les singes MPTP. Et si on regarde en fait à gauche, c'est la rigidité là, on la quantifie par la mesure du tonus musculaire, puisque la rigidité, c'est une sorte de contraction musculaire permanente chez les patients parkinsoniens. Donc, plus le niveau est élevé, plus c'est ample, en fait, l'amplitude est élevée, comme on le voit ici pour l'enregistrement de l'EMG, de l'activité musculaire. Quand on stimule à haute fréquence le noyau sous-thalamique, vous voyez qu'on est en train de normaliser totalement le tonus musculaire qui devient comparable à la situation normale. Donc, on voit que ça marche très bien sur le tremblement. La stimulation à haute fréquence va aussi arrêter la rigidité et on a fait aussi d'autres tests pour la kinésie où ça marche très, très bien aussi. Donc, avec la stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique, on arrive à contrôler tous les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. Alors après, ces résultats importants que je viens de vous montrer chez le singe, nous avons proposé un transfert vers les patients parkinsoniens et par implantation, comme j'ai dit au tout début, des électrodes dans le noyau sous-thalamique que vous voyez ici en vert et on relie donc les électrodes avec un câble au stimulateur qui va envoyer des stimulations en permanence. Alors dans cette situation-là, on a, comme vous le voyez à gauche, on a plusieurs contacts pour chaque électrode. Donc, si on prend, par exemple, celui de gauche, on voit qu'il y a 2 contacts en dehors du noyau et il y a 2 contacts qui sont à l'intérieur du noyau sous-thalamique. Et à droite, vous voyez qu'il y a 1 contact et demi qui sont dehors et 2 contacts et demi qui sont à l'intérieur du noyau sous-thalamique. Donc, en fait, le neurologue, qu'est-ce qu'il va faire quand on va implanter un patient? Il va essayer de tester chaque contact de façon indépendante des autres pour trouver quel est le meilleur contact qui induit une meilleure efficacité sans effet secondaire. Donc, vous imaginez que c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps pour chaque patient parkinsonien en cours de réglage. Donc, ça, ce sont les neurologues qui s'occupent de cette partie-là. Et donc, ils passent beaucoup de temps à trouver en fait le meilleur contact. Alors, l'intelligence artificielle, je vais vous montrer par la suite, va aider à économiser le temps qu'on va en fait mettre pour trouver les meilleurs paramètres et surtout le meilleur contact qu'on va utiliser pour la stimulation chronique. Alors, juste une petite parenthèse, comme on a développé cette chirurgie, je tenais absolument à ce qu'elle soit aussi introduite au Maroc. Donc là, ce sont les villes où on implante en fait actuellement les patients parkinsoniens. Donc la première, c'était à Casablanca, pardon, en 2007, après c'est Rabat en 2009, Fès en 2011, Marrakech en 2017, Oujda en 2018, et on vient de commencer la première patiente qu'on a opérée il n'y a pas très très longtemps à Tanger en 2024, fin 2024. Et je suis ravi de collaborer avec toutes ces équipes. On a une relation vraiment exceptionnelle où la stimulation vraiment donne des résultats spectaculaires chez les patients marocains parkinsoniens. Donc, je ferme cette parenthèse. Là, je vous montre juste un petit exemple d'un patient, c'est des vidéos courtes, qui souffre d'une maladie de Parkinson très, très sévère.
Donc, vous voyez que le patient, il tremble énormément et il est très akinétique, très rigide. Là, c'est le professeur Shra' de Marrakech qui essaye de faire les tests pour voir est-ce que le patient a l'équilibre ou pas. Vous voyez que le patient n'a aucun équilibre, il y a des troubles de la posture. Et vous allez voir, après la stimulation cérébrale profonde, c'est un patient qu'on a opéré en 2017. Et vous voyez que le patient est devenu pratiquement normal, mais vraiment, il est très, très content. La stimulation marche très, très bien chez lui. Et il n'y a vraiment pas d'effet secondaire. Voilà, vous voyez vraiment l'efficacité de cette chirurgie. Mais pour arriver à ces résultats-là, comme j'ai dit, il va falloir trouver le contact, le meilleur contact au niveau des électrodes implantées. Donc, il y a 8 contacts qu'il faut tester pour trouver les meilleurs qui induisent la meilleure efficacité sans effet secondaire ou avec une marge majeure entre l'effet positif donc d'amélioration et l'effet secondaire qui va apparaître. Donc, cette fenêtre est très, très importante. Donc, le choix va se baser sur ces tests que le neurologue va faire. Alors, l'intelligence artificielle va servir à nous faire économiser le temps des tests dans un premier temps. Et après, on va utiliser en fait un marqueur qui va nous aider à faire de la closed loop, de la stimulation intelligente pour économiser le temps de recherche en fait de la meilleure efficacité, mais aussi l'économie de l'énergie de la batterie, puisqu'on ne va pas stimuler de façon continue, on va essayer de stimuler en fonction du signal ou du marqueur biologique et de sa sévérité, comme je vais vous le décrire par la suite. Donc, actuellement, on n'a plus le stimulateur Activa de Medtronic. Ils ont développé un nouveau stimulateur qu'on appelle le Percept PC. Et là, ce stimulateur n'a pas comme rôle juste la stimulation, il permet aussi de faire des enregistrements de l'activité du cerveau. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré qu'on pouvait faire des enregistrements pendant la chirurgie. C'est ce qu'on appelle des micro-enregistrements unitaires avec une microélectrode qui va être en contact d'un corps cellulaire au niveau du cerveau. Mais on peut aussi faire des enregistrements d'un autre type en fait par des macroélectrodes et on peut utiliser même les électrodes de la stimulation pour faire ce genre d'enregistrement. C'est une sorte d'électroencéphalogramme qu'on appelle en fait les local field potential, c'est des potentiels de champ qu'on va enregistrer avec les macroélectrodes et on va essayer d'évaluer quelle est la fréquence de ces oscillations qu'on va enregistrer par les local field potential. Et là, je vous montre donc l'électrode qu'on va implanter et qui va permettre d'enregistrer ces local field potentiels, comme vous le voyez ici, sur chaque contact. Donc, l'enregistrement sur chaque contact va nous permettre de voir quel est le meilleur contact avec le signal pathologique qu'on connaît maintenant, que sont les oscillations bêta. Donc, on va analyser en fait ces oscillations. Et une fois on va les analyser, on va essayer de calculer la fréquence de ces oscillations qui va nous permettre de savoir quel est le contact qui montre ces oscillations pathologiques. Donc là, ici, ce sont les différents signaux qu'on peut enregistrer donc, avec les local field potentiels et ici, les différentes fréquences qu'on peut avoir. Donc, il y a les delta, il y a les oscillations avec une fréquence θ, il y a les alpha, les bêta, les gamma, et il y a des hautes fréquences qui sont supérieures à 200 Hz. Alors, dans la maladie de Parkinson, on a trouvé que ce sont les rythmes bêta qui sont vraiment la signature pathologique du noyau sous-thalamique, donc qui déchargent à une fréquence entre 13 et 30. Et ce sont ces signaux-là qui vont nous permettre de savoir quel est le contact parmi les 4 contacts pour chaque électrode, quel est celui qui enregistre le bêta. Comme ça, le neurologue va utiliser en fait ce contact qui enregistre les bêta pour le tester et voir est-ce qu'on a une amélioration avec ou pas. Et donc, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on va déterminer ces contacts-là qui enregistrent les bêta, puisque au niveau de chaque stimulateur, on va avoir l'enregistrement. Et une fois on voit que c'est ce contact qui enregistre les bêta, on va l'utiliser pour faire des enregistrements. Alors, le bêta, en fait, le rythme bêta, ce sont des oscillations
qui sont considérés comme un frein du mouvement. C'est pour ça qu'on a dit que, étant donné que ces bêta vont bloquer en fait l'activité motrice du patient, donc c'est pour ça qu'il ne peut plus bouger, donc on va utiliser ces bêta pour dire que ce sont ces signaux bêta qui vont nous permettre de sélectionner le contact qui les enregistre pour tester les stimulations. Donc, c'est une utilisation clinique en fait qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'ils sont ces bêta. Les LFP, on sait maintenant qu'ils sont stables dans le temps. Ils sont corrélés, donc les bêta sont corrélés aux symptômes cliniques de la maladie de Parkinson. Et du coup, ils vont nous aider en fait, ces signaux bêta à la programmation des stimulations. Et par la suite, il y a un autre protocole qu'on appelle la closed loop stimulation, donc c'est la stimulation à boucle fermée, qui va utiliser ces bêta et pour envoyer en fait des stimulations en fonction de la force de ces signaux bêta que le stimulateur va enregistrer. Donc pour finir en fait, c'est que ce qu'on peut dire maintenant, c'est que les oscillations bêta, ce sont vraiment les biomarqueurs pathologiques détectés donc par l'enregistreur qui est intégré dans le stimulateur. Et l'intelligence artificielle va nous dire quel est le contact qui enregistre ces bêta de façon automatique, c'est-à-dire que en fait, quand on va regarder sur le programmeur, il va dire au neurologue, il faut aller directement au contact 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8. Et c'est ce contact-là qui enregistre en fait les bêta et qu'il faut utiliser pour tester les stimulations. Et par la suite, donc il y a maintenant 4 centres en France qui ont été choisis pour tester la closed loop stimulation, c'est-à-dire qu'on va utiliser en fait ces stimulateurs qui vont en fait détecter par intelligence artificielle donc les oscillations bêta et qui vont demander au stimulateur de façon automatique quel type de stimulation il faut envoyer aux électrodes pour améliorer les symptômes moteurs tout en supprimant en fait les signaux bêta. Et donc le stimulateur ne va pas fonctionner 24 heures sur 24, il ne fonctionnera que quand il va détecter en fait les signaux bêta. Et c'est ça le rôle majeur en fait de l'intelligence artificielle pour cette application clinique de la stimulation cérébrale profonde chez les patients parkinsoniens. Alors pour finir, l'intelligence artificielle n'est pas utilisée juste pour cet exemple de stimulation cérébrale profonde que je viens de vous montrer. Elle est aussi utilisée pour diagnostiquer en fait la maladie de Parkinson à un stade précoce de la maladie. Donc, il y a plusieurs marqueurs en fait qui sont utilisés par l'intelligence artificielle, comme la marche, les troubles de la marche. Donc, l'intelligence artificielle maintenant, il y a des programmes pour détecter la perturbation de la marche à un stade très très précoce que le neurologue ne peut pas évaluer, ne peut pas déterminer à ce stade-là. Et il y a d'autres symptômes comme en fait la dépression. Il y a toute une série de symptômes non moteurs qui sont aussi utilisés par l'intelligence artificielle pour essayer de déceler à un stade très très précoce la maladie de Parkinson. Et pour finir, je voudrais juste vous dire, comme Raja l'a mentionné, je suis président de la Deep Brain Stimulation Society qui va organiser son prochain congrès en 2026, du 28 au 29 à Sao Paulo au Brésil. Donc, vous pouvez, ceux qui sont intéressés peuvent noter ces dates-là et les bloquer sur leur agenda. Et on a aussi créé un nouveau journal, le journal officiel de la Deep Brain Stimulation Society qui s'appelle Deep Brain Stimulation. Et j'invite tous ceux qui travaillent sur la stimulation cérébrale profonde de soumettre leurs articles. Et je tiens à remercier tous les membres de mon équipe qui travaillent tous les jours en fait sur la maladie de Parkinson, ainsi que tous les financeurs de nos projets, l'ANR, la Fondation de France, France Parkinson, etc. Et je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci de notre part. On vous remercie vivement pour cette présentation très illustrative, professeur. Et on passe aux questions. Donc, déjà, il y a une question de la part de M. Abdelhaq Mahmoudi. Il pose une question à professeur Nicolas Ougier. Il dit qu'est-ce que vous pensez de revues de littérature systématique en utilisant les LLM, les Large Language Models,
Je me suis intéressée à la question après avoir lu un article que je trouve intéressant de CIAO and collaborateurs. Prompting is all you need. Large language model for systematic review screening. Alors, merci pour la question, parce que du coup, je découvre le papier. J'ai été voir, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le lire. Alors, si vous voulez faire de la review, il faut un peu se méfier. Pendant assez longtemps, ces modèles avaient tendance à inventer pas mal de choses. Et donc, il faut vraiment utiliser le bon modèle. Donc là, il y a un modèle qui est en train de se mettre en place, qui est en bêta, je crois, c'est Open Scholar. Et c'est fait par le Brain Allen Institute. Donc, normalement, on aura quelques garanties pour vérifier notamment que, pardon, ce que les résultats qui vous sortent sont corrects et sont bien référencés. C'est-à-dire que si vous donne un extrait d'un papier, il peut vous donner la référence et évidemment, si vous allez voir la référence, le passage cité sera dedans. Si vous prenez un LLM standard type ChatGPT, j'aurais tendance à dire oui, il faut peut-être un peu se méfier de ce qui va vous sortir, quoi. Il y a eu des cas quand pardon. Un cas célèbre, c'est quand ChatGPT s'est mis à prescrire aux gens que selon les géologues américains, il fallait manger un petit caillou par jour. Ce qui n'a aucun sens, mais enfin voilà, c'était les exemples. Donc, mais en tout cas, merci pour la référence. Je vais aller regarder de plus près, quoi. Mais les résultats qu'ils mettent en avant ont l'air assez étonnants. Merci, professeur Nicolas. Il y a Inès Bini de l'Institut Pasteur de Tunis. Elle a dit, j'ai une question au professeur Ben Azzouz. Je le remercie pour cette conférence. Quels sont les défis éthiques liés à l'utilisation de l'IA dans la stimulation médicale profonde du cerveau? Merci. Oh, c'est une question très intéressante. Merci Inès. Et je suis ravi de t'avoir parmi nous pendant cette séance de conférence. En fait, c'est une question importante déjà pour l'utilisation de la stimulation cérébrale profonde de façon générale. Je commence par ça et c'est après que je parlerai bien sûr de l'utilisation de l'IA. Déjà, la stimulation cérébrale profonde actuellement, elle s'étale à son utilisation dans d'autres pathologies, pas que la maladie de Parkinson. L'avantage de la stimulation cérébrale profonde, c'est qu'elle est réversible et adaptable. Et du coup, en fait, il y a d'autres pathologies neurologiques ou psychiatriques où on n'a aucun traitement à proposer aux patients, pour lesquels, quand on comprend la physiopathologie, quand on sait quel est le noyau du cerveau qui est déréglé, je vais utiliser ce terme, déréglé dans cette pathologie, on peut contrôler en fait l'activité de ce noyau par la stimulation cérébrale profonde. Et éthiquement parlant, c'est acceptable dans la mesure où on connaît en fait la physiopathologie de la maladie. Mais par contre, pour les maladies où on ne connaît pas vraiment la physiopathologie, on n'a pas le droit d'aller faire de la stimulation cérébrale profonde, puisqu'il y a le risque à ce qu'elle ne marche pas dans la mesure où on n'a pas un noyau bien précis qui est détecté dans la physiopathologie de la maladie. Donc, les meilleurs exemples qu'on a actuellement, au-delà de la maladie de Parkinson, ce sont les dystonies, chez qui la stimulation du globus pallidus interne marche très très bien. On a aussi les TOC, mais les TOC pharmacorésistants répondent très très bien à la stimulation cérébrale profonde, y compris du noyau sous-thalamique lui-même. Par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, je pense que éthiquement parlant, il n'y a rien qui déconne en fait dans la mesure où on a le choix de l'utiliser d'abord ou pas. Donc le neurologue garde son choix en fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour lui faciliter la tâche de réglage. Mais il peut aussi se passer de l'intelligence artificielle et faire ses réglages comme il fait habituellement avant qu'il y ait ces logiciels en fait, d'intelligence artificielle. Donc, personne n'est forcé de l'utiliser. Mais éthiquement parlant, d'abord, l'avantage qu'on a, c'est qu'on va gagner beaucoup de temps pour programmer les patients dans la mesure où on n'a pas besoin de faire les tests sur les 8 contacts. On va aller droit au but d'utiliser en fait les tests sur les contacts qui nous montrent ces signaux bêta qui sont pathologiques.
Et donc, ça va nous permettre de gagner du temps pour le neurologue et aussi pour ne pas fatiguer le patient parce qu'on a besoin de sa collaboration. Et en même temps, quand il y a la closed loop, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va faire appel à l'intelligence artificielle pour nous aider à faire des économies sur le stimulateur, ce qui va permettre en fait d'éviter à ce qu'on réopère le patient surtout pour le stimulateur. On ne remet pas les électrodes dans le cerveau. Mais quand la batterie est épuisée, il faut la remplacer par une batterie nouvelle. Et là, ça nécessite un petit acte pas neurochirurgical, mais au niveau de la sous-clavicule pour remplacer le pacemaker, tout simplement. Donc, en fait, pour moi, il n'y a que des avantages. Sur le plan éthique, je ne vois pas quel est le problème qui va se poser pour l'utilisation de l'intelligence artificielle si on reste dans ce cadre-là. On ne va pas déborder sur autre chose. Voilà. Merci. Il y a aussi une question de la part de Anas Shakir Marani qui vous pose la question, y a-t-il une possibilité de stimuler les noyaux sous-thalamiques sans avoir recours aux électrodes? Ça aussi, c'est une excellente question. Parce que, en fait, à l'état actuel, on n'a pas une autre façon de stimuler le noyau sous-thalamique sans implanter les électrodes. Ce sera l'idéal dans la mesure où là, on est dans une procédure chirurgicale invasive. Donc, il y a toujours des risques comme toutes les chirurgies ou comme tout traitement médicamenteux, hein, et l'utilisation des médicaments ou de la chirurgie de façon générale. Il y a toujours un risque avec l'anesthésie, il y a les risques avec les hémorragies, mais maintenant, on a des technologies en fait tellement développées. Par exemple, pour les hémorragies qui nous faisaient peur avant, on n'a plus vraiment ce problème-là dans la mesure où on peut faire des IRM avec l'injection du gadolinium, où on voit très très bien les vaisseaux sanguins. Quand on évite, en fait, on choisit des trajectoires. Quand on prépare en fait les trajectoires, on voit très très bien où est-ce qu'ils sont les vaisseaux et on peut éviter en fait de descendre les électrodes dans des trajectoires où il y a des vaisseaux sanguins. Donc il y a vraiment, le risque est très très faible par rapport à avant avec cette approche d'IRM injecté. Il y a une autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle maintenant de focused ultrasound, qui sont utilisés pour faire des lésions focalisées au niveau du cerveau. Et je sais qu'il y a des équipes qui sont en train d'essayer de faire l'utilisation des ultrasons, pas pour faire des lésions, mais pour faire des stimulations. Alors, c'est en phase purement expérimentale et à tout son début. Donc, est-ce que ça va donner des résultats? Il faut attendre, on ne sait pas. Mais à part ça, je ne vois pas en fait ce qu'on peut utiliser d'autre pour stimuler de façon focalisée ce tout petit noyau qui est profond dans le cerveau. La TMS, c'est impossible à utiliser parce que ça reste quand même utilisé pour des structures très très superficielles et qui n'est pas vraiment focalisé. Là, on parle d'un noyau tout petit et très profond dans le cerveau. Donc, l'espoir est basé sur les ultrasons, mais il faut attendre pour voir si on aura des résultats positifs. Merci beaucoup, professeur. Il y a Gundori Latefa qui dit merci infiniment pour la programmation de ce webinaire. Un grand merci au professeur, à nos professeurs pour tous les éclaircissements concernant l'intelligence artificielle et la neurologie. Nous vous remercions, Gundori Latefa, pour votre participation, pour votre réaction. Et il y a Benouni Ihsan qui dit comment peut-on garantir une utilisation éthique et déontologique de l'IA? Question adressée à M. Abdelhamid Benazzouz. On a des règles déontologiques et éthiques. Après, c'est la conscience de ceux qui utilisent la stimulation cérébrale profonde. Moi, je dirais que les gens sont quand même conscients des problèmes qui peuvent être posés. Donc, de toutes les façons, les neurochirurgiens comme les neurologues, ils ont tous juré pour un respect déontologique et éthique. Et si on reste dans les deux cadres que j'ai dit, de la closed loop et de l'aide à la programmation, franchement, déontologiquement parlant et éthiquement parlant, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura vraiment aucun problème. Au contraire, ça va vraiment aider à la précision. Donc, je ne vois pas où est-ce que le problème va se poser à l'état actuel des choses. On verra par la suite qu'est-ce qui va être développé, mais à l'état actuel de développement de l'IA dans la stimulation cérébrale profonde, je ne vois vraiment pas de problème ni éthique ni déontologique.
Mais ça concerne, comme a été dit par le professeur Nicolas, l'ensemble de domaines, pas seulement la neuroscience, donc les questions éthiques, que ce soit les billets, la qualité de la data, la qualité de l'entraînement, le bon usage, tout ça, ça concerne tous les domaines. Il y a une dernière question, toujours à professeur Benazzouz. Y a-t-il des possibilités d'utilisation des méthodes que vous avez utilisées pour l'épilepsie? Alors, c'est une excellente question aussi. L'épilepsie, il y a certaines formes qui sont très, très résistantes aux médicaments. Il y a des chirurgies qui sont proposées pour faire des ablations des régions vraiment épileptogènes. Le souci de ces ablations, c'est qu'il y a des effets secondaires majeurs, surtout quand on a besoin ou quand on est obligé d'enlever une région qui est fonctionnellement très, très importante. Par exemple, pour le langage, en sachant que si on fait une ablation, il n'y aura plus de possibilité de parler, etc. Donc, actuellement, il y a plusieurs équipes dans le monde, en particulier une à Maastricht et une autre aux États-Unis, qui ont pas mal d'expérience avec l'implantation des électrodes pour traiter des épileptiques. Au lieu de faire en fait des ablations, ils implantent des électrodes dans ces régions épileptogènes et ils envoient des stimulations. C'est exactement le même procédé que la maladie de Parkinson. Il n'y a que les fréquences qui sont différentes. Nous, on utilise des fréquences très élevées. Eux, ils utilisent des fréquences plutôt plus basses et ils sont en train d'explorer en fait les effets. Dans la maladie de Parkinson, je dirais pratiquement tous les patients qu'on opère bénéficient d'une amélioration, soit modérée ou importante. Très peu de patients qui ne répondent pas vraiment à la stimulation. Dans le cas de l'épilepsie, on n'arrive pas, d'après les congrès que j'ai vus et d'après mes discussions avec les neurochirurgiens et les neurologues qui utilisent la stimulation cérébrale profonde pour l'épilepsie, ils disent qu'on ne supprime pas complètement les crises, par contre, on réduit le nombre et leur durée dans la journée, mais on ne les supprime pas totalement. Donc, est-ce que ce sont les paramètres de la stimulation qu'il faut faire évoluer ou aller chercher d'autres zones pour implanter les électrodes? C'est en cours d'étude. Mais il y a vraiment des résultats très, très prometteurs pour cette pathologie qui est l'épilepsie. Merci beaucoup, professeur Benazzouz. Notre webinaire, malheureusement, arrive à sa fin. Je tiens à remercier les professeurs, mes invités experts, notamment professeur Nicolas Rogier et professeur Abdelhamid Benazzouz. Je tiens aussi à remercier les centaines de participants qui ont resté connectés tout au long de ce webinaire. Au plaisir de vous retrouver prochainement dans une nouvelle thématique, un nouveau webinaire toujours sur avec l'SSK Paris, Campus de Rabat. Très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.